Bonjour, bienvenue sur le premier direct de Job en Live. Est-ce que avant de commencer, vous pouvez envoyer un commentaire avec le nom de votre établissement afin de vérifier que tout le monde soit bien connecté pour commencer? Tout le monde est bien connecté? Voilà, donc bonjour à tous et bienvenue, comme je le disais, au premier direct de Job en Live. Je me présente, je suis Nathan Gounod, chargé de communication à Nevers Agglomération. Job en live et Nevers Agglomération, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Donc Nevers Agglo, c'est une collectivité qui regroupe 70 000 habitants et qui possède un champ d'action qui est réparti en compétences. Aujourd'hui, deux compétences nous intéressent plus particulièrement. Donc il s'agit du développement économique, représenté par notre structure d'accueil aujourd'hui, le Technicentre industriel de Nevers, et donc l'enseignement supérieur qui est représenté par vous au sein de vos établissements aujourd'hui. Donc le projet Job en Live, il a été initié par Tristan Lacombe, dirigeant de l'unité opérationnelle Pôle Engin au Technicentre industriel de Nevers. Il est accompagné par Nevers Agglomération, donc en charge du projet, et en partenariat avec la direction académique des services de l'enseignement supérieur de la Nièvre, représentée dans nos échanges et sur ce projet par Laurence Ducreux. Pourquoi Nevers Agglomération soutient et porte ce projet de Job en Live? Parce qu'elle a reçu deux labellisations. French Fab en 2017, vous l'avez peut-être déjà vu au travers d'un petit coq bleu qui est son logo et qui matérialise une industrie à la française, une fabrication à la française, mais également le label Territoire d'industrie, lancé en 2018 par le Premier ministre, qui lui vise à promouvoir l'industrie, redorer le blason de l'industrie pour donner goût aux élèves et leur montrer le nombre de métiers que l'industrie propose et susciter des vocations d'avenir. Voilà, je vais laisser la parole à Canel qui va prendre la suite. Bonjour à tous, je m'appelle Canel et je suis chargée de mission en ressources humaines ici au Technicentre. Bienvenue. Alors, ici au Technicentre industriel de Nevers, nous faisons partie en fait du matériel qui fait lui-même partie du groupe SNCF. Nous sommes environ 1000 salariés répartis sur 22 hectares, dont 7 couverts, afin de réaliser des réparations, des rénovations sur différents types d'engins, que ce soit des bus, des trains ou des tramways. Nous avons plusieurs types de réparations, soit nous intervenons sur la rénovation d'engins anciens, soit des engins qui sont accidentés, par exemple un arbre qui tombe sur une voie et qui endommage un train. Nous intervenons donc sur ce genre d'activité grâce à 30 corps de métiers présents ici au Technicentre industriel de Nevers, et c'est aujourd'hui justement l'un d'eux que nous allons découvrir, c'est technicien essai électrique, grâce à deux agents du Technicentre industriel de Nevers qui sont Jérôme Grobarzik, donc qui est le manager de l'équipe essai électrique, ainsi que son adjoint, donc Alexandre Chaffot, qui vont nous parler de leur parcours ainsi que de leur métier. Bonjour à tous, donc moi c'est Jérôme Grobarzik, je suis dirigeant de l'unité essai dépannage et huilerie du Technicentre de Nevers. Cela fait 6 ans que je suis à la SNCF. Je suis rentré en tant que technicien dépanneur au sein de l'équipe MI 79 RERB pendant 2 ans. Ensuite, je me suis occupé des essais dépannage sur BB 26000, la locomotive que vous allez découvrir tout à l'heure. Et ensuite, un poste de responsable opérationnel d'une équipe de 30 agents avec des freinistes et des essayeurs. Avant de rentrer à la SNCF, donc j'ai fait 5 ans en tant que technicien chez Orange France Télécom, dans l'énergie. J'ai eu une formation de bac pro électrotechnique au lycée anciennement Loire-Agon, maintenant Pierre Bérégovoy, et ensuite un BTS au lycée Jules Renard. Je passe la parole à Alexandre, mon adjoint. Bonjour à tous, donc je suis Alexandre Chaffot. Moi, mon parcours, j'ai commencé par un bac pro électrotechnique au lycée Pierre Bérégovoy. J'ai ensuite enchaîné sur un BTS électrotechnique en alternance avec la SNCF. Puis après, j'ai intégré à la fin de mes 18 mois d'intérim la SNCF en CDI. Actuellement, j'occupe un poste d'adjoint de dirigeant de proximité, donc à l'unité essai, et je suis un pur produit SNCF puisque j'ai débuté et mon début de carrière a été fait à la SNCF. Voilà. Nous allons maintenant rentrer à l'intérieur du bâtiment Wadis. Donc comme vous pouvez le constater, c'est présentation obligatoire auprès du chef d'essai. Ça tombe très bien, c'est moi. Donc allons-y, suivez-nous. Donc là, nous allons rentrer dans le bâtiment qu'on appelle Voie 10, un bâtiment avec une caténaire rétractable, un accès sous caisse des engins et un accès en toiture des engins. Donc c'est un bâtiment, comme on peut le voir, qui peut être mis sous tension 1500 volts et 25 000 volts. Donc les gens qui rentrent avec nous sont sous notre protection car personne n'a habilité électrique.
Donc voici le bâtiment voie 10 de l'intérieur, donc avec l'accès fosse que je vous parlais et l'accès toiture, donc avec la caténaire qui n'a pas la même tête qu'une caténaire que vous pouvez voir en gare, puisque c'est une caténaire rétractable. On voit bien qu'il y a des bras sur le côté pour pouvoir la replier lorsqu'elle est mise hors tension, de manière à pouvoir accéder au toit du train pour aller faire de la maintenance ou aller faire du dépannage. Donc là vous voyez donc une BB 26000, BB 26000 qui a environ 25 ans. Elles ont été créées aux alentours des années 90. C'est la locomotive la plus puissante qu'on ait à la SNCF. Elle développe 7000 chevaux. Donc ce sont des locomotives, celle-là elle a été rénovée chez nous, elle passe dans ce qu'on appelle une opération mi-vie, donc en fait elle arrive à la moitié de sa vie, on la rénove entièrement pour ensuite la livrer au client une fois que les essais sont réalisés, suite au changement des organes et aux interventions. Donc on va s'avancer un peu plus près. Donc on voit un peu l'architecture de la locomotive. Donc juste pour information, un bogie comme celui-ci, ça représente 21 tonnes, donc environ une vingtaine de voitures. La caisse en elle-même, enfin toute la locomotive fait 90 tonnes. Elle est utilisée dans 3 types d'activités. Dans l'activité du fret, donc pour tirer des convois de sable, de grains, enfin en gros de la marchandise. Elle est utilisée aussi sur de l'intercité comme la ligne Paris-Clermont. Et elle est aussi utilisée en réversibilité, donc un terme un peu particulier, en Alsace. C'est une locomotive qui peut être amenée à rouler à 200 km/h sur certains tronçons. Alexandre est en train de mettre en service l'engin. On va pouvoir voir le pantographe qui va se monter. Donc le pantographe, c'est la chose que vous allez voir en toiture là qui est en train de monter. Donc c'est un système de captage, donc on va aller par ce pantographe qu'on a vu les étincelles, capter la tension 25 000 et mettre en service l'engin. Tu peux mettre en service. Qui se met en service, donc les compresseurs, les moteurs, les ventilateurs. Le compresseur pour faire du bruit, non, pour monter un peu en pression le circuit pneumatique de l'engin. Le circuit pneumatique va aider donc à coller des organes électropneumatiques qui sont dans le bloc central, on le verra tout à l'heure, et qui servent aussi à alimenter donc les voitures qui vont être derrière pour pouvoir alimenter les freins ou les désalimenter, freiner ou défreiner les engins. On va prendre juste 2 minutes, enfin 1 minute de temps de pause, juste que les techniciens puissent monter dans la rame en toute sécurité. Comme vous le savez, pour monter dans un engin, il faut respecter les 3 points d'appui. Donc à tout de suite. Change de cabine, Alex. Ouais, mais... Attention à vous, je vais attendre que vous passiez. Ouais, c'est... Donc rebonjour à tous. Donc là on est dans une cabine donc, de BB 26000. Donc on peut voir un peu les différents organes que le conducteur va utiliser au cours de la manœuvre. Donc ici vous avez donc, tout ce qui est pantographe, donc de manière à monter le pantographe mono continu, puisque cette locomotive fonctionne en 1500 volts continu et en 25 000 volts alternatifs. Ensuite vous avez l'avertisseur, donc le klaxon que vous entendez quand il passe en gare ou à proximité de pont. Vous avez le manipulateur de traction, donc c'est ni plus ni moins que l'accélérateur et le frein
de l'engin, donc avec les positions traction, freinage. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la boîte à levier. La boîte à levier, c'est une partie du tableau de bord de votre voiture où du coup vous avez les fanaux, l'éclairage du pupitre, l'enclenchement du disjoncteur 25 000 volts et d'autres choses avec le régulateur de vitesse, des ampèremètres et des voltmètres pour voir si le moteur tractionne bien, si la tension de la caténaire est bien présente. Ensuite, vous avez l'indicateur de vitesse qui indique la vitesse comme son nom l'indique. Ensuite, je passe la parole à Alex pour le reste. Et sur la partie gauche du pupitre, on a donc les organes de sécurité, donc là le KVB. Donc le KVB, c'est le contrôle de vitesse par balise. Ça permet d'avoir une sécurité supplémentaire si jamais le conducteur vient à dépasser la vitesse autorisée. Ce système-là est là pour le prendre en charge. Il y a des bips sonores et si il ne respecte pas la vitesse, après il se fait prendre en charge par le KVB et là il y a une disjonction de l'engin. Sur la partie gauche, vous avez tout ce qui est lié au circuit pneumatique de l'engin, donc la conduite principale, la conduite principale qui alimente les différents organes de l'engin comme et ça alimente la conduite générale. D'ailleurs, c'est un petit peu compliqué, hein. Ça c'est de la formation freiniste, mais la conduite principale sert à alimenter les différents organes, les contacteurs électropneumatiques, qui sert à alimenter aussi le frein des autres engins derrière. Ça, on va pas trop rentrer dans le détail parce que ça reste assez technique et ça prendrait trop de temps pour expliquer. Et donc sur la partie tout à gauche, on a un autre bouton d'arrêt d'urgence qui, en cas de problème, permet de déclencher un freinage d'urgence et d'immobiliser l'engin. On a aussi un dispositif ici qui est à la radio, qui permet d'avoir un contact permanent avec la gare, donc avec le combiné qui se trouve là. En fait, typiquement, si par exemple le conducteur est en circulation et il y a un problème sur une voie, par exemple, il y a un sanglier qui lui fait coucou au PK, donc le point kilométrique 400, et ben, il appelle la gare pour signaler qu'il y a un incident sur la voie et ça permet d'alerter les autres convois. D'accord, alors nous avons une question de Notre-Dame. C'est quoi le moteur qui est dessus? Alors, la technologie du moteur qui est utilisée ici, c'est un moteur synchrone. Donc il y a deux moteurs sur la locomotive. La locomotive peut fonctionner avec un seul moteur et dans ce cas-là, elle peut tracter 800 tonnes. Et pour avoir la charge maximale, il faut que les deux moteurs soient en service et dans ce cas-là, on peut aller jusqu'à 1600 tonnes. À savoir que ces locomotives-là sont utilisées pour du fret, donc du transport de marchandises. Ça vous a déjà été dit, mais dans le transport de marchandises, on est dans l'obligation d'avoir les deux moteurs pour assurer le convoi. Quand on effectue du voyageur, un seul moteur peut suffire, puisque en général, le voyageur, il y a 800 tonnes. 800 tonnes sur du fret, on peut aller jusqu'à, sur la plaine de Lyon, on peut aller jusqu'à 4000 tonnes d'essence, parce que le profil de voie le permet, c'est une voie qui est assez droite et où il n'y a pas de ce qu'on appelle de rampe, donc de montée ou de descente. Donc en fait, on peut tirer jusqu'à 4000 tonnes. Mais en ordre général, en fret, on est aux alentours d'entre 1600 et 2000 tonnes de traction. Donc c'est des moteurs très puissants. Il y a un moteur par bogie. Le problème, c'est que si on perd un moteur, tout de suite, ça devient plus compliqué en fret de tirer tout le convoi. Voilà. Donc donc Alexandre a devant lui donc une traçabilité. Tous les essais qu'on réalise. Donc là, on va vous montrer des essais suite à rénovation de l'engin. Donc on doit réaliser tous les essais de tous les organes qui ont été touchés, autrement dit tout sur cette locomotive parce que tout est touché. C'est une rénovation qui coûte environ 1 million d'euros et le temps de traverser, ce qu'on appelle le temps de traverser, c'est-à-dire entre le moment où l'engin est en essai d'entrée et le moment où il est livré au client, on a environ 80 jours, 80 jours ouvrés. Donc c'est une opération qui est assez lourde sur une locomotive qui fait 17 mètres et donc du coup on a une grosse consistance d'essais à réaliser en sortie. Donc là Alexandre prend ce qu'on appelle un item, donc c'est ni plus ni moins qu'un document pour réaliser tous les essais qu'on doit faire à la sortie de la locomotive. Ça a été édité par le service ingénierie de la SNCF, donc des experts, et qui nous donne toutes les manœuvres à réaliser et les contrôles qu'on doit avoir par la suite. Par exemple, monter le panneau, si on demande de monter le panneau, si le panneau ne monte pas, c'est qu'il y a une panne. Donc là, on doit tout contrôler et derrière, y écrire sur une traçabilité qui est ensuite vérifiée par maintes et maintes personnes pour après valider la sortie de l'engin. Donc là, on va réaliser les essais sous tension 25 000 volts de cette cabine. Donc on va mettre en service l'engin. À savoir que des documents de maintenance comme celui-ci, il en existe des milliers, puisque en fait pour chaque engin, pour chaque organe, il existe
un document qui nous demande de faire telle consistance, changer tel truc, changer telle chose, faire les essais de telle manière, faire attention à ci, remplacer ça. Voilà. Nous, on agit uniquement avec des documents de maintenance. D'accord. Et il y a combien de chevaux à peu près pour celle-ci? 7000. Ok. Donc là je vais mettre en service l'engin, j'ai l'autorisation de fermeture du disjoncteur. Mon document de maintenance me demande d'apprécier le 0 quand j'ai mis en service la BL. Et là il me demande de voir la déviation du voltmètre. Donc c'est le cas en fait, j'ai bien 25 000, on ne le verra pas à la caméra, mais moi sur mon pupitre j'ai bien le 25 000 volts. Donc là j'enclenche. Donc là ce qu'on a entendu à l'instant là, c'était le disjoncteur mono qui lui est sous pression à 9 bars pour, de manière à quand le disjoncteur se colle, qu'il y ait un minimum d'arc électrique, parce que 25 000 volts il faut aller très vite. Et si on va très lentement, on va arquer, on va détériorer le matériel. Donc là on constate que l'engin a bien démarré. On peut constater sur le manomètre là-haut que la pression augmente, donc c'est-à-dire que le compresseur est en train de gonfler l'engin, de manière à qu'on ait tous nos organes disponibles pour faire nos essais. Et c'est combien la vitesse maximale que peut atteindre cet engin? 200 km/h. Sur certaines portions, par exemple entre Nevers et Clermont, on a des portions où l'engin peut être à 200 km/h, c'est des voies à 200 km/h. Il y a aussi sur les plaines d'Alsace, il y a différents points où on peut rouler à 200 km/h. Uniquement en voyageurs et en réversibilité, pas en fret. En fret, ils sont plafonnés à 100 km/h. Donc si on suit la trame d'essai, on me demande de vérifier que la pression est inférieure à 7,5 bars. Là c'est pas le cas, elle est à 8 bars parce que le compresseur a déjà tourné. En fait on est déjà monté sur l'engin, donc il a déjà tourné. Je vais faire une manipulation pour faire descendre la pression, pour être dans les conditions et qu'on constate bien que le compresseur se met en service. Donc là, je sais pas si vous l'entendez, mais le compresseur ne tourne pas. Il y aura un bruit caractéristique quand on va descendre la pression. Là la pression est en train de descendre, on le voit bien là-haut sur le manomètre du haut. On arrive à 7 bars et là le compresseur va se mettre en service. Là on l'entend, alors je sais pas si c'est perceptible de chez vous, mais le compresseur vient de démarrer et du coup va remonter jusqu'à une pression d'environ 8,8 bars qui est la pression de régime de fonctionnement. Donc là l'essai pour l'instant est conforme. Donc on attend que la pression arrive jusqu'à 8,8 bars. Là on est bien à 8,8 et la pression s'est stabilisée, le compresseur s'est arrêté, donc l'essai est conforme. C'est OP, on va pas le faire. Essai de traction. Et donc maintenant nous allons passer à un essai de traction. Donc là on va se mettre en condition, donc on va pas faire un essai dynamique, c'est-à-dire qu'on va pas se déplacer sur la voie. Par contre on va se mettre en ordre de marche pour que les moteurs aient les autorisations et puissent débiter du courant. Donc je me mets en marche avant au niveau du manipulateur de traction, en traction, et là on va pouvoir voir dévier les 2 ampères-mètres. Je ne sais pas si ça va être visible. Métaux à 5 bars. Et il faut que j'ai une pression de régime de 5 bars, effectivement. Donc là on peut voir sur le manomètre de gauche que les cylindres de frein sont à une pression de 2,8 bars, donc la pression pas maximum mais quasi maximum pour pouvoir bloquer les roues, de manière à que quand on fait un essai de traction réduite, on ne va pas monter au maximum de ce qu'on peut faire, puisque vu que c'est une machine très puissante, on pourrait complètement défoncer les semelles. Là on va tractionner très lentement à environ 400 ampères. Cette locomotive là peut avoir un courant dans les moteurs qui peut être de 2500 ampères par moteur. Je t'invite à te rapprocher, comme ça on va pouvoir visualiser les ampères-mètres. Là, il va y avoir un bruit caractéristique, mais encore une fois, on ne sait pas si on va y entendre. Quand Alex va passer en traction, on va entendre un léger sifflement qui est le déblocage des thyristors. Là, actuellement, nous sommes en traction. On peut voir que sur nos 2 ampères-mètres, on a 400 ampères. Donc là, d'après mon document essai, on me demande d'effectuer le test en marche avant. On a aussi la possibilité de refouler, donc d'aller en marche arrière avec l'engin. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là, il vient d'arrêter la traction, les ampères-mètres sont arrêtés. Ils sont retombés à 0. Là, il va se mettre en marche arrière. Et donc là, je veux tractionner. Oh. Et bah ça y est, t'as tout cassé. C'est le drame. Donc là, typiquement, nous sommes dans une situation anormale. On a un problème sur l'engin. Là, maintenant, on va rentrer dans une dynamique de dépannage. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on cible exactement quel problème nous avons. Si on l'a dans les deux cabines, en fait on va devoir diagnostiquer si la panne est présente uniquement dans cette cabine là, dans l'autre, pourquoi on a cette panne et comment faire pour dépanner.
Donc je vous invite à nous suivre. C'était pas vraiment prévu. Hein. C'est les joies du direct. Et bien justement, comme ça c'est du vie ma vie, parfait. Donc là on va passer de l'autre côté, alors ça va être un petit peu compliqué avec la caméra. En fait on va se connecter sur les baies électroniques donc, de l'engin. C'est ni plus ni moins que le cerveau de la BB26000. En fait, typiquement, quand vous emmenez votre voiture chez le mécanicien, lui, il se connecte avec une valise de test et tous les défauts remontent. Et bien là, en fait, sur le train, c'est exactement pareil. On a des codes défauts qui remontent sur nos baies électroniques et on va voir si justement on en a un ou pas. Donc la coupure était normale, c'est qu'on était en train de mettre en place tout le matériel pour que vous puissiez voir correctement. Donc Alexandre est avec donc le PC branché après les baies électroniques comme vous pouvez le voir, donc toutes les cartes électroniques avec les LED rouges. Donc vous avez une baie par moteur, donc celle de gauche pour moteur 1 et celle de droite pour moteur 2. Donc Alexandre est sur une des cartes de communication pour voir si un code défaut a été généré lors de notre panne de tout à l'heure. Vous pensez que la paille est due à quoi? Là, Oui. tout de suite, maintenant, Ouais. problème de traction, je peux pas t'en dire plus. C'est justement ce diagnostic-là qui va permettre de nous aiguiller, qui va nous permettre de nous aiguiller et de déterminer où est-ce qu'on peut commencer à chercher, parce que là, il y a énormément de connexions, il y a énormément de câblage. Comme ça, de but en blanc, je peux pas vous dire exactement où est-ce que ça se situe. Donc là, je suis interfacé avec la baie électronique. Donc en fait, c'est jamais qu'un terminal de commande dans lequel on tape des commandes qui nous permettent d'avoir... Que se passe-t-il? Voilà, donc je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, j'espère que l'écran scintille pas trop. En fait, ici, donc il y a le numéro de mon engin. Et là, ici, j'ai deux codes défauts qui sont remontés, donc un 30-75 et un 30-26. Donc, j'ai un logiciel sur mon ordinateur qui me permet de déterminer quel est le code défaut. Logiciel SAMU. On peut dire que la loc elle est malade. Et voilà, et en fait, donc, grâce à ce code défaut là, je sais que j'ai une discordance de commande au niveau du sens de marche. Et ce visu là me donne accès à différentes informations qui vont me permettre de cibler ma panne. Et ça me donne un accès à un schéma. Donc là, typiquement, en fait, la commande est liée au manipulateur de traction, c'est-à-dire qu'on sélectionne la marche avant ou la marche arrière, et il y a une relecture qui se fait au niveau de l'électronique, et là, peut-être qu'il y a eu un problème sur cette relecture-là, et maintenant, il va falloir qu'on le détermine. Donc moi, je sais que c'est lié au sens de marche, donc maintenant, je vais pouvoir ouvrir mon schéma de commande, enfin mon schéma de câblage de l'engin, et aller sélectionner la bonne partie. Donc on va retourner en cabine pour que ça soit plus aisé et plus simple pour nous d'ouvrir les schémas, et on vous reprend tout de suite. Bon, et nous revoilà, donc du coup on est passé dans la cabine avec le PC, avec le schéma, comme Alex vous l'a indiqué. Donc du coup on est parti du principe que le problème... Vous m'entendez là? On entend, vas-y. D'accord, ok. Donc là, du coup, bon, je zappe la partie d'avant. Du coup, là, on est sur un borne idiote. Donc, c'est la VS1.
je sais pas si la caméra va On entend pouvoir là quand il est. voir correctement ce que je vois, mais on voit qu'il y a un fil débranché. Alors là, il y a de la tension, je vais pas mettre les doigts dessus. On est sur du 72 volts, donc la basse tension, mais je vais quand même pas mettre les doigts dessus. Donc on voit qu'il y a un fil débranché, ce qui, à mon avis, est à l'origine de notre panne. Donc maintenant, on va mettre en protection l'engin de manière à intervenir en toute sécurité. Parle très très fort, On va mettre en sécurité l'engin de manière à intervenir en sécurité. Donc Alexandre est parti couper les batteries, il a déprotégé, dépréparé ce qu'on appelle dépréparer l'engin, donc couper la boîte à levier, en gros couper le contact. Là, il va mettre des gants pour pouvoir prendre cette cosse et essayer de la rebrancher au bon endroit. Donc là il vérifie ses gants. Il fait ça parce qu'il y a son chef. Tout à fait. Non, on le fait systématiquement avec la sécurité, on rigole pas, on est en présence de tension, voire de très haute tension des fois, donc on n'est pas à l'abri de voir des explosions, ce genre de choses. Il y a des organes des fois défaillants, il y a des choses qui peuvent arriver, et du coup on ne plaisante pas avec les sécurités. Donc là, il a vérifié si ses gants étaient conformes. Ils sont bien conformes. Là, il va aller prendre la cosse et la rebrancher au bon endroit. Sans casser le bornier. Là. Donc là, la cosse est bien rebranchée au bon endroit. Donc on va descendre le pupitre. Et maintenant, on va passer à la phase essai après dépannage pour voir si le problème a bien été réglé. Donc là, il vient de remettre la batterie par le sectionnaire. Là, il remet en service l'engin. Par contre, là, il va falloir que tout le monde rentre parce que sinon, vous allez vous enrhumer. L'ambiance sonore dans une 26000 est assez élevée. Hein. C'est pourquoi on fait rentrer tout le monde dans la cabine. Il y a des énormes ventilateurs. Attends. Il y a des énormes ventilateurs de manière à refroidir les moteurs de traction, à refroidir toute l'électronique de puissance. En gros, là, on n'est même plus sur du fil. Généralement, on est sur des barres qui font les 4 cm de large en cuivre. Donc, du coup, il faut énormément de ventilation et d'énergie pour pouvoir... La marche avant qui fonctionnait déjà tout à l'heure. Puis, on va mettre la marche arrière et c'est là où on avait un problème. Si la marche arrière fonctionne, ça veut dire que notre dépannage est concluant et donc on pourra valider dans la traçabilité notre essai. Là, on est bien dans les conditions pour pouvoir se mettre en traction. Donc, test la même chose que tout à l'heure, toujours mise et on n'a pas disjoncté. Donc, notre panne est réglée, c'était bien un fil débranché sur une gueule. Pas sympa, les collègues. Donc, du coup, là, c'est une panne assez simple parce que, pour à vrai dire, c'était nous qui avions créé la panne pour pouvoir vous montrer un peu les méthodes de dépannage. Mais des fois, on est sur des choses beaucoup plus complexes où il y a des dépannages qui peuvent durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Les ateliers en 2013 ou 2014. Vous avez que de l'électronique et vous dépannez avec un ordinateur de manière permanente. Voilà, donc en fait, en fonction des engins, les agents ont des compétences diverses et variées. Je vais commencer. Moi, ce que j'apprécie dans ce métier-là, c'est que c'est jamais la même chose d'un engin à un autre. On a des pannes récurrentes, mais on a aussi des pannes qu'on n'a jamais vues. Et donc, du coup, en fait, ça demande beaucoup de rigueur et d'avoir une très bonne connaissance au niveau de l'engin. On découvre de nouvelles fonctions, enfin, du moins pas des nouvelles fonctions, mais des nouvelles caractéristiques au fil du dépannage. Mais pour être dépanneur de formation à l'origine, il va sursauter, mais c'est pas grave. Ça va reprendre, en fait, ça filme encore, mais ça va reprendre en décalé. Normal. Alors, on va mieux s'entendre. Donc à l'origine, quand j'ai découvert un peu ce métier de technicien dépanneur, c'est vrai que c'est un métier qui est stimulant puisqu'on voit des choses nouvelles tous les jours. Le ferroviaire n'est pas un domaine qu'on peut apprendre n'importe où. Et en fait, aussi au Technicentre de Nevers, on a une douzaine de séries d'engins en essai, donc du chasse-neige, qui est un engin qui doit avoir une 60aine d'années, où il y a très peu d'électrique, jusqu'au Régiolis, on a tout un panel de technologies différentes et de métiers différents, de spécialités différentes. Et mes 20 agents n'ont pas les mêmes compétences n'ont pas du tout les mêmes compétences. Donc du coup, c'est un métier qui est stimulant et on apprend tous les jours. C'est pas rébarbatif,
Alors oui, les essais, c'est tout le temps la même chose, mais généralement, on a des pannes de manière permanente sur tous les engins, quoi. Donc on s'ennuie pas en fait, hein. Ça c'est une vérité, on s'ennuie pas dans le métier de dépanneur. Donc là, vous nous avez montré justement la réparation et l'analyse d'une erreur qu'il y a à améliorer, mais c'était vraiment une première et vous êtes les premiers à tester ce genre de choses qui sera fortement développé bien sûr par la suite. Un mot pour la fin justement. Merci d'avoir suivi avec les aléas du direct notre petit scénario, afin de vous montrer notre travail de tous les jours que vous découvrez certainement puisque c'est pas un métier très développé. On vous invite aussi à être là au 1er mai aux portes ouvertes du Technicentre de Nevers. On sera présents, nous les essayeurs, moi et Alexandre et puis d'autres essayeurs, pour présenter un peu ce qu'on fait sans avoir la partie technique, la mise en service d'engin, mais on peut échanger avec vous. Et on recherche aussi des BTS en électrotechnique, sachant que moi dans mon unité j'ai 5 alternants, que ce soit en BTS maintenance des systèmes ferroviaires, en électrotechnique à la NIFOP ou en licence à Tours. Donc on cherche des gens qui sont motivés pour des BTS ou de l'alternance par la suite. Donc n'hésitez pas à venir nous voir et à nous en parler.